Bienvenue dans Ça fait l'actualité. La Journée internationale des droits des femmes a eu lieu le 8 mars dernier. Et aujourd'hui, nous faisons un retour sur un moment clé du combat pour l'égalité. La conférence mondiale sur les femmes de Beijing en 1995. Cet événement a marqué un tournant décisif en fixant des engagements clairs pour les droits des femmes à l'échelle mondiale. 30 ans plus tard, où en est la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ces engagements? Quelles avancées ont été réalisées? Quels défis restent à surmonter et quelles perspectives pour l'avenir? Et ça fait l'actualité. La 4e conférence mondiale sur les femmes, tenue en 1995 à Beijing, en Chine, a consolidé 5 décennies de progrès juridiques destinés à assurer l'égalité des hommes et des femmes en droit et en pratique. La déclaration et le programme d'action adopté à l'unanimité par 189 pays sont considérés comme le principal document de politique mondiale en matière d'égalité de sexe. Notre reporter F. Boué a tendu le micro à des femmes leaders, des femmes fonctionnaires, des élèves, bref, à de simples citoyennes, afin de recueillir leurs avis sur ces avancées en Côte d'Ivoire. Concernant les droits de la femme en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a eu un grand changement, mais il y a beaucoup à faire. Parce que de nos jours, nous voyons par exemple une femme qui est sénatrice. C'est un grand pas déjà. Vraiment, chez nous, dans le Tonkoui, surtout précisément à Man, aujourd'hui, nous avons une femme qui est chef de tribu. C'est déjà un grand pas. Moi, je suis médiatrice de paix, mais j'arrive à régler des conflits entre 2 groupes. Donc, vraiment, moi, je peux dire que concernant les droits de la femme, il y a de l'amélioration. Souvent, une femme qui est battue dans un foyer, quand elle veut retourner chez ses parents lui disent carrément c'est parce qu'elle n'a pas l'envie de se marier. Or, pourtant, elle souffre. Et ces femmes-là viennent nous voir. Puisque moi, je suis à l'espace ami des femmes pour que je puisse régler ces problèmes. Et c'est ce que nous réglons au quotidien. Quand on parle de l'égalité du genre, on voit que bon, ça prend de l'ampleur un peu. On voit des femmes dans les postes que les hommes faisaient avant. Bon, je peux dire que c'est un peu respecté. Avec le temps, bon, ça va s'améliorer. Les droits les plus bafoués, je peux dire aujourd'hui que les hommes aujourd'hui, il y a certains hommes qui ne donnent pas l'opportunité aux femmes de s'exprimer, qui ne donnent pas l'opportunité aussi aux femmes de gouverner surtout. Au Côte d'Ivoire, plein de personnes n'insistent pas sur le droit des femmes. D'autres pensent que la place de la femme est à la cuisine, que la femme ne doit pas être autonome. De jeunes filles aujourd'hui scolarisées et nous voyons des femmes intellectuelles, des femmes battantes, des ministres aujourd'hui, des femmes aussi qui sont à la tête. En fait, c'est pour sensibiliser encore la population, pour pouvoir respecter ces droits qui ont été mis sur place. Il y a des hommes encore jusque-là qui sont hostiles à cette histoire de dire que la femme est autonome, la femme peut être présidente, mais malgré ça, il y a beaucoup à faire encore. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas autonomes à 100%. Parce que dans des décisions, par exemple, quand tu es une femme, tu parles, on te dit que non, tu es une femme, on ne peut pas prendre la décision d'une femme en compte. Et qu'on doit prendre la décision des hommes, c'est la voix qui porte. Donc il y a beaucoup à faire encore dans cette histoire de droits des femmes en Côte d'Ivoire. Nous sommes de retour en studio. Droits des femmes en Côte d'Ivoire, bilan et perspective 30 ans après Beijing. Tel est notre sujet pour cette émission. Ça fait l'actualité. Nous recevons Madame Judith Constance Akmel. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la qualité et du genre au ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Effectivement, mais je ne suis pas là en tant que directrice de la qualité et du genre, mais je suis là en tant que membre du COCOFSI. Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Monsieur Ghislain Koulibaly Bélibien, vous êtes sociologue, expert en genre. Oui, effectivement, sociologue, spécialiste sur les questions de genre et masculinité positive. Par ailleurs, président du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, en quelques phrases, quel est votre sentiment après cet élément de reportage ? Après ce que je viens d'entendre, il faut savoir qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées en Côte d'Ivoire. 30 ans après, il y a eu beaucoup de tests qui ont été pris, beaucoup d'avancées en faveur des femmes, mais reste encore quelques couches de résistance. D'accord. Monsieur ? Oui, l'élément que nous venons de voir montre bien
que l'appropriation de la problématique des droits des femmes est une appropriation qui se fait au fur et à mesure. Et je pense autant les hommes que les femmes parlent aisément de la problématique des droits des femmes, surtout en termes d'avancée, de progrès, de réalisation, mais aussi en termes de défis, on l'a constaté. D'accord. Alors, on va déjà chercher à bien comprendre la conférence de Beijing et les avancées des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Alors, première des choses, pourquoi est-ce que la conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995 a été un moment clé dans l'histoire des droits des femmes? Je vous remercie. Cette conférence a été un moment clé parce que c'est à cette conférence-là qu'a été réellement débattue la question de la femme. Et à cette conférence, avec 189 pays membres qui ont participé, qui ont été signataires de ce qui est sorti de la déclaration, avec 12 éléments principaux pour permettre de prendre en compte la question de la femme, allant de la pauvreté jusqu'à l'autonomisation de la femme et à la protection de la femme et de la jeune fille. Donc, au regard de ces éléments, il va de soi que 30 ans après, on revienne pour faire un bilan, pour comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a été pris en compte et quelles sont les perspectives pour rattraper les quelques poches de résistance qui restent. Alors, pourquoi on dit 30 ans? Pourquoi on n'a pas fait un bilan à 20 ans? À 25 ans, il y a eu... À 25 ans, d'accord. Donc, c'est chaque décennie qu'on fait chaque décennie. Sinon, à 25 ans, il y a eu un bilan. Il y a eu un bilan qui a permis de voir. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, si vous avez remarqué, il y a eu plusieurs structures qui ont été mises en place plutôt, pour permettre de nous d'évaluer et de présenter ces bilans chaque décennie, comme Beijing même l'exige. D'accord. Alors, Monsieur Coulibaly, alors quels étaient les principaux engagements qui ont été pris donc lors de cette conférence et pourquoi était-il décisif pour les pays africains, dont la Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire à la suite de Madame on parle de la 4e conférence de Beijing, mais il faut aussi regarder le contexte. C'était un contexte militant où l'objectif était la reconnaissance des droits de la femme. Il ne faudrait pas l'oublier. Souvenons-nous des écrits de Esther Bossérop, qui fait des études dans le milieu agricole et elle arrive à démontrer le rôle productif de la femme. Donc, la femme est présentée à travers ces résultats comme agent économique, ce qui n'était pas le cas. Voyez-vous, donc le contexte déjà est un contexte où on veut reconnaître les droits des femmes. C'est un contexte militant où il y a plusieurs processus qui, pour moi, s'apparentent à des rendez-vous manqués. Mais lorsqu'on arrive à la 4e conférence de Beijing, à Pékin, notamment en Chine, les 189 gouvernements qui sont présents vont aller jusqu'à prendre des engagements. Donc les engagements visés sont au nombre de 12. C'est pourquoi nous parlons des 12 domaines de Beijing. L'un des domaines, c'est la violence à l'égard des femmes. Le deuxième domaine, ce sont les femmes, les conflits armés. Les femmes, l'économie, femmes, pauvreté, éducation et formation des femmes. Les femmes, la santé. Vous avez les femmes, la prise de décision, les mécanismes institutionnels chargés de favoriser la promotion de la femme. Vous avez le centre d'intérêt qui porte sur la petite fille qui est abordée, les femmes et les médias, les femmes et l'environnement et tout simplement les droits fondamentaux de la femme. 12 centres d'intérêt qui ont été passés en revue par les États partis et les États partis se sont engagés à prendre toutes les dispositions pour aller vers l'autonomisation des femmes et des filles. Alors ça, on a bien compris les enjeux, mais il y a une question qui subsiste. C'est comment, avant 1995, avoir ignoré ces droits qui paraissent, ma foi, jusqu'à aujourd'hui fondamentaux? Est-ce qu'avant 1995, ces droits ont été ignorés? En Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire que ces droits ont été ignorés. On n'ignore pas qu'en Côte d'Ivoire, on a eu l'étape de nos pionniers qui ont marché. On n'ignore pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu l'étape de la reine Abla Pokou. Les femmes étaient quand même au cœur de certaines décisions en Côte. Si elles ont marché, c'est bien parce que certains droits étaient ignorés. Certains droits ont été ignorés, mais qui ont été rattrapés. Voilà, plusieurs textes de loi ont été ratifiés plus tard, mais qui ont été réécrits au regard de la droit après 1995. Donc, ces droits n'ont pas été ignorés, même parce que les femmes n'étaient pas suffisamment présentes
dans les prises de décision, dans les milieux de prise de décision. Ce qui a fait qu'on a eu l'impression que les femmes étaient ignorées. Et donc, il fallait qu'elles se lèvent pour que leurs droits leur soient reconnus, pour que leurs droits soient écrits, soient imprimés quelque part, afin de permettre à celles qui viennent après elles de pérenniser ces actions-là et leur permettre d'imposer, sinon de la prise en compte de leurs différents besoins et de leurs ressources aussi, pour qu'elles puissent avoir l'accès et le contrôle de tout ce dont elles ont besoin. Mais avoir accès aux instances de décision, en 1995, on était entre 8 et 9% pour les femmes. Et aujourd'hui, on est entre 18 et 19%. Oui. Mais déjà, parce que comme vous dites qu'elles n'étaient pas là, elles sont juste un peu plus là. Mais on est très loin encore du compte. Oui. Aujourd'hui, elles sont là. Elles sont là. Suffisamment de tests ont été pris à l'égard de femmes. Mais il faut reconnaître, je prends l'exemple des élections passées où dans une ville de l'Ouest, quand la dame doit sortir pour la campagne, on fait sortir le masque. Il y a encore ce qu'on appelait les quelques couches de résistance, ces stéréotypes-là qui vraiment empêchent les femmes de s'exprimer réellement. Mais ce sont vraiment des couches disparates de résistance qui existent. Sinon, il y a suffisamment d'avancées qui ont été prises, qu'on constate dans le pays quand même. D'accord. Alors, les avancées, on peut les énumérer. Est-ce que vous pouvez nous parler des lois renforçant les droits des femmes, par exemple? Alors, peut-être, je commencerai par le cadre général. D'accord. Le cadre général me permet de mobiliser la Constitution. La Constitution ivoirienne est une constitution qui consacre le principe de l'égalité hommes et femmes, filles et garçons. C'est une constitution qui interdit toutes les formes de discrimination. Souvenez-vous, dans ce pays, on a entendu dire que la constitution donc, de 2016 était une constitution pro-genre. On l'a entendu dans ce pays. Une constitution sensible au genre. Voyez-vous, donc, je me rappelle bien de la ministre Efrazi Kwasi-Yao qui le disait pour dire que notre constitution est avant-gardiste. Elle défend les droits de tous les citoyens, quel que soit le sexe, quelle que soit la race, quelle que soit l'ethnie. Deuxième élément du cadrage général, Oui. c'est de dire que le chef de l'État est un Iforchi. C'est-à-dire que le 28 novembre 2016, le président de la République, son Excellence, lance officiellement le mouvement Lui pour Elle. Donc le programme Iforchi en présence de la directrice exécutive, l'ancienne d'ONU Femmes. Donc ici, c'est deux éléments importants. Une constitution qui est sensible au genre, mais vous avez le chef de l'État qui devient un allié et un partenaire fort dans cette lutte. Donc en termes de cadrage général, c'est important. Autre élément de l'avancée, c'est d'aller regarder les sectoriels. Prenons l'éducation. La loi de 2015 sur la scolarisation obligatoire. Aujourd'hui, de 6 à 16 ans, la scolarisation est obligatoire en Côte d'Ivoire. Mais c'est une avancée. À l'époque, on nous disait que les petites filles n'étaient pas scolarisées. Dans 50%. Oui, n'étaient pas scolarisées. C'était une réalité. On a 91% quand même. Justement. Et tenez-vous bien, pour rétablir cette injustice ou pour adresser cette injustice, avec les efforts du gouvernement, avec les efforts des activistes, de la société civile, des partenaires au développement, le gouvernement s'engage. Et je tenais au passage à rappeler qu'en Côte d'Ivoire, la volonté politique est là. Il y a un engagement politique fort. L'État crée l'environnement favorable. Au-delà de la loi de 2015 portant scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, nous avons la problématique du maintien de la petite fille qui est problématique. Et donc, il y a eu les clubs mères-enfants qui ont été créés comme mécanisme pour accompagner les petites filles dans leur maintien à l'école. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale donc, et de l'alphabétisation aujourd'hui qui dispose d'un document de politique genre et qui dispose d'une direction en charge de l'égalité et de l'équité. Donc, au niveau du secteur éducatif, on prend conscience de l'existence de ces inégalités et on s'engage à apporter des réponses. Mieux, c'est de comprendre que le moteur de tout changement social et de toute transformation des normes sociales, des rapports de pouvoir hommes et femmes, ça commence par l'éducation. Donc il était important que l'éducation
soit engagé dans la lutte contre toutes les formes d'inégalité, de disparité et de discrimination en son sein. Alors, ça, c'est vraiment important. C'est fondamental, mais on comprend bien qu'il y a eu des avancées notoires et notables. Mais est-ce que les mentalités suivent, selon vous? Avant de parler des mentalités, je veux revenir quand même sur les avancées. Il faut reconnaître qu'au nom des avancées, la Côte d'Ivoire a été reconnue premier leader en Afrique dans la lutte contre les discriminations de genre. Et ça a été fêté cette année au nom du SIGI par l'OCDE. Et donc, c'est parce qu'au niveau, à ce niveau-là, l'indice des institutions sociales et égalité, avec un score de 17,3 devant toutes les nations, devant le Rwanda, devant la Mozambique et puis l'Afrique du Sud, qui ont toujours été plébiscités pour être ces pays-là qui combattent vraiment les violences basées sur les genres, et les discriminations de genre aussi. Et même sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire a surpassé certains pays comme le Canada. D'accord, mais dans ce même rapport, selon l'indice institution sociale et de l'égalité du genre, SIGI, de l'OCDE, il est dit également que la Côte d'Ivoire présente encore des inégalités persistantes. La Côte d'Ivoire, ces inégalités sont à quel niveau? Ce sont des inégalités qui portent atteinte à l'intégrité humaine. Mais vraiment, c'est des petites couches de résistance. Vous voyez que quand on prend sur une échelle de 0 à 100, quand on parle par exemple des inégalités, des atteintes féminines, on voit que la Côte d'Ivoire se trouve à une échelle de 17 de moyenne, devant même l'Afrique du Sud, de façon régionale, à 24%. Donc il faut comprendre que c'est vraiment des petites couches que la Côte d'Ivoire s'attelle à rattraper, à racheter. Et donc au regard de ce résultat-là, il faut comprendre qu'il y aura une attractivité de la Côte d'Ivoire vers nos partenaires techniques et financiers, vers le monde extérieur, vers les États extérieurs. Et vous sentez une évolution dans les mentalités également? Au niveau des mentalités, monsieur le sociologue, est-ce qu'on sent vraiment une évolution dans les mentalités? La question était principalement pour lui, mais je commençais par vous, en tant que sociologue qui va nous expliquer. Au niveau des mentalités, il faut savoir que l'État fait quand même beaucoup d'efforts. L'État fait beaucoup d'efforts. Il faut reconnaître que dans toutes les politiques du gouvernement, les questions du genre sont intégrées. Mais le changement de mentalité viendra avec le temps. Toujours en formulant des plaidoyers. Sur la base des plaidoyers, les mentalités changent. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que dans nos échanges, les paroles du genre, les stéréotypes de genre, c'est plus ou moins réduit. Mais qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Quelle est la place de la femme dans les institutions de décision, dans les structures de décision, dans les structures de prise de décision? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ces luttes-là, ces combats qui sont menés. D'accord. Donc, on a bien compris de manière quasiment subtile que les avancées en ce qui concerne le côté mature de la mentalité encore laissent à désirer. C'est cela, monsieur? Oui, je voudrais revenir sur son rapport, le rapport qu'elle a évoqué tantôt. Le dernier rapport de l'OCDE qui montre que la Côte d'Ivoire a fait des efforts. Oui, il faut d'abord saluer ces efforts. L'État de Côte d'Ivoire fait des efforts. L'État de Côte d'Ivoire vient de loin. Souvenez-vous des classements, je vais dire, au regard des indicateurs de l'égalité ou de l'équité genre. C'était des classements qui notaient la Côte d'Ivoire au bas de l'échelle. Quand vous regardez l'IDH, on est d'amplitude 5, on est dans le top 5. Top 5 pour dire qu'il y a encore des inégalités qui persistent en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, être champion d'Afrique sur les questions de genre, ça s'applaudit et on salue les efforts du gouvernement. Mais pas seulement du gouvernement, les efforts des activistes de la société civile, les efforts des partenaires au développement, les efforts des acteurs du secteur privé. Toutefois, quand vous regardez finement le rapport, vous allez remarquer que ce qui a été encouragé, ce sont les réformes. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup de réformes. Souvenez-vous des réformes autour de la filiation, les réformes autour du mariage, les réformes autour de la succession, qui sont des réformes qui ont permis une avancée substantielle des droits de la femme. Toutefois, il faut constater que les normes sociales sont encore vivaces. Parce que quand vous regardez en Côte d'Ivoire, l'introduction
des questions de genre s'est faite de façon brutale. Au point où, à l'époque de l'UNIFEB, les gens n'ont pas compris le sens de l'égalité entre les sexes. Ça a été brutal, il n'y a pas eu d'appropriation tout de suite. C'est dans le temps qu'on a expliqué aux uns aux autres que le genre renvoie à l'égalité de chance. Cela ne veut pas dire qu'on vient opposer les hommes aux femmes. On vient pour faire la promotion de la médiocrité. Non, ce n'est pas faire la promotion de tout ce qui est LGBTQ. Non, c'est créer les conditions et favoriser l'égalité des chances, l'égal accès aux ressources, l'égal accès aux opportunités. Mais seulement ce qui se passe, c'est que les normes sociales liées à la masculinité, malheureusement, favorisent encore la violence. Malheureusement, constituent une entrave à l'égalité de chances, à l'équité et à l'autonomisation des femmes. Il est bon de le dire parce que si vous regardez les statistiques concernant les violences basées sur le genre, en 2010, on était à 711 cas de VBG. Quand je dis qu'il y a encore du travail, c'est ça, on était à 711 cas en 2010. Aujourd'hui, on est pratiquement à 10 000 cas de VBG. 10 000 cas de VBG en Côte d'Ivoire. Il y a un effort pour dénoncer. La culture de la dénonciation devient réalité. Sauf qu'on est encore dans une société où la loi de l'omerta a droit de citer. C'est une société secrète où les cas de VBG ne sont pas toujours dénoncés. Mais à ce stade-là, permettez-moi de mieux comprendre. Lorsqu'on voit cette augmentation fulgurante, est-ce que c'est lié au nombre de féminicides ou bien est-ce que c'est lié à la volonté de dénoncer qui n'était pas d'actualité? Très bien. Ici, il faut bien comprendre que l'évolution statistique des VBG en termes d'analyse, ce n'est pas de dire qu'il y a beaucoup de cas de VBG en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai de le dire. C'est de dire simplement que aujourd'hui, de plus en plus, les cas de VBG sont dénoncés et effectivement pris en charge. Ça veut dire que les campagnes de sensibilisation, les formations de tous les acteurs, le mécanisme ou le dispositif de prise en charge est en train de payer. Aujourd'hui, ici, de 711 cas en 2010, en 2021, on est à 6040 cas effectivement dénoncés et pris en charge. Ça veut dire qu'on dénonce. C'est la culture de la dénonciation qui devient réalité et non dit qu'il y a beaucoup de cas. On ne pourra jamais avoir une situation de référence puisque nous sommes dans une société secrète où tout n'est pas dénoncé. Alors à ce stade-là, nous allons parler donc des perspectives. Alors on a bien compris qu'il y a un réel problème en ce qui concerne l'évolution des mentalités. Alors à ce stade, dans les perspectives, qu'est-ce que vous proposez pour que l'évolution des mentalités soit effective? On a bien compris l'engagement du gouvernement pour améliorer le cadre de loi et d'expression et de droit. Mais pour que la société évolue, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Allez-y. Allez-y, je vous en prie, madame. Allez-y. Il nous reste 5 minutes. Allez-y. Il nous reste 5 minutes. Merci. Pour que la société évolue, nous avons relevé un certain nombre de points quand même qui sont d'actualité. Comment nous garantir l'application des nombreuses lois et les vulgarisations? Parce que pas mal de lois restent méconnues. Comment on peut garantir ça? Et comment on peut transformer aussi les normes sociales en renforçant le système éducatif? Et surtout en impliquant les hommes et puis les garçons. Parce que c'est là la masculinité positive. Comment cette masculinité positive-là va être éduquée? Et est-ce qu'il peut arriver qu'on fasse une enquête, qu'on nous présente le taux de masculinité positive dans notre pays? Ça va peut-être permettre aux hommes de changer de mentalité et d'accepter les questions du genre. Comme il vient de le dire, le genre, ce n'est pas que la femme vienne pour occuper la place de l'homme ou qu'on chasse la femme pour l'homme. Le genre, c'est l'égalité de chance. Mais il faut que l'homme accepte, il faut que dès le bas âge, le petit garçon-là soit informé des questions du genre et qu'il accepte que cette masculinité positive-là puisse avoir sa place pour que les questions du genre soient réellement traitées dans ce pays. Alors, on parle de problèmes de mentalité. Alors, vous, en tant qu'homme, pour mieux comprendre les réticences des hommes, alors pourquoi est-ce que vous portez ce genre de combat de masculinité positive? Alors, il faut comprendre que le système social auquel nous appartenons est un système social
qui organise le jeu de la régulation sociétale autour de l'homme. Donc, on organise l'accès aux ressources autour de l'homme. On organise la participation au processus décisionnel autour de l'homme. Le contrôle des ressources se fait autour de l'homme. Mais la société est très organisée. Ça commence par la famille. La famille est la plus petite unité sociale. Donc, l'institution sociale, c'est là où démarre le processus de socialisation et c'est là où les répartitions de tâches ménagères déséquilibrées démarrent. C'est là où l'exercice de l'homme au pouvoir, à l'autorité démarre. C'est là où on positionne la femme comme cadette sociale et c'est amplifié par l'école qui n'échappe pas aux présentations socioculturelles, par les sphères professionnelles qui n'y échappent pas. Et donc aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il faut briser ce cercle vicieux qui contient les germes des inégalités en faisant quoi? En commençant par la cellule familiale. Il faut un engagement pour comprendre qu'il faut s'inscrire dans la transformation des rapports de pouvoir hommes et femmes. Le gros souci, ce sont les inégalités en termes de partage du pouvoir entre l'homme et la femme. C'est le gros souci. Or, dans l'approche femmes et développement, leur problème de départ, c'est l'exclusion des femmes. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire dire que la femme est victime d'un système social et que l'homme n'est pas également victime du même système, nous pensons qu'il faut rééquilibrer le discours. Pour moi, les deux, que ce soit l'homme ou la femme, les deux sont victimes du système. Aujourd'hui, c'est des hommes... Vous allez conclure avec ? C'est des hommes en détresse, c'est des hommes qui sont anxieux, qui sont exposés au suicide. Donc, il faut désormais la promotion des hommes engagés qui acceptent d'accompagner l'autonomisation de la femme et de libérer le plein potentiel des femmes. Et je termine en disant que les femmes, elles veulent une société égalitaire, mais il faut que le comportement, pour aller vers la société égalitaire, accompagne leur mentalité et leurs actes. Madame, Monsieur, merci pour vos différentes interventions. Je vous le rappelle, nous parlons des droits des femmes en Côte d'Ivoire, bilan et perspective 30 ans après Beijing. Et nous recevions Madame Judith Constance Akmel et nous recevons Monsieur Ghislain Koulibaly. Bel et bien, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là.